Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler du test T de Student, mais cette fois-ci pour deux groupes. Alors il n'y aura pas de vidéo de présentation, là on va directement voir la méthode et un exemple en même temps. Alors évidemment, la méthode, vous pouvez la télécharger comme d'habitude, le lien il est dans la description. Alors dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on utilise ce test T de Student? C'est si on a deux groupes et si on a leur moyenne, est-ce que ces deux moyennes, elles ont une différence qui est significative ou pas? Alors maintenant qu'on a vu quand est-ce qu'on pouvait utiliser ce test de Student pour deux groupes, on va voir les conditions qui y sont associées. Alors les conditions, je les ai pas mises ici pour gagner un peu de place, mais du coup, ce sont celles-ci. Évidemment, si vous téléchargez la fiche, vous aurez tout en même temps. Donc les conditions, elles sont un peu pareilles que ce qu'on avait vu pour le T de Student avec une valeur de référence. Donc observation indépendante, donc il faut que nos données elles soient prises aléatoirement, il faut qu'elles soient distribuées à peu près normalement, qu'on n'ait pas de données extrêmes et que les variances des deux groupes soient égales. Alors ça c'est nouveau maintenant vu qu'on a deux groupes, il faut que les variances valent à peu près la même valeur. Donc ça c'était pour les conditions. Maintenant je vous propose qu'on passe directement à l'exemple. Donc vous avez tout cet exemple, vous pouvez le lire, le mettre sur pause et tout. Mais cet exemple en fait je l'ai directement résumé dans ce petit tableau là, comme ceci. Et donc là on a directement pour Capital Place, la moyenne des âges des gens qui ont obtenu leur permis, c'est 18,69 ans, avec un écart type de 8,23, pour un groupe qui était constitué de 44 personnes. À Vélopolis, on avait regardé l'obtention du permis de 47 personnes, qui avaient en moyenne 21,06 ans, pour un écart type de 8,19 années. Donc ça c'était pour le résumé, donc là globalement en fait on essaie d'extirper le maximum de données en fait avec l'énoncé. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir poser l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Alors dans un premier temps l'hypothèse nulle c'est H0, et bien en fait c'est un peu la même que dans l'autre test de Student, c'est un test de Student aussi, donc en fait les hypothèses sont les mêmes, sauf que cette fois c'est plus mu et mu0 ici, mais c'est mu1 et mu2 étant donné qu'on a deux moyennes. Donc mu1 c'est par exemple la moyenne du premier groupe, donc de Capital Place, et mu2 c'est par exemple la moyenne du deuxième groupe, donc de Vélopolis. Alors maintenant qu'on a posé H0, comme dans le test de Student pour une valeur de référence, il va falloir qu'on pose H1. Alors quel H1 choisir? Eh ben là ça dépend vraiment de vous, mais étant donné qu'on sait pas trop, moi je vais pas m'embêter, je vais directement poser celui-là, mu1 différent de mu0. Hop, comme ceci, et on s'embête pas. Du coup mu1 différent de mu2, pas de mu0, parce que là en effet les valeurs des deux moyennes sont assez proches. Si par contre là on avait 18 et 172, et ben 172 c'est nettement plus grand que 18, donc du coup on aurait pu mettre mu1 plus petit que mu2 en hypothèse alternative. Mais comme là elles sont assez proches mine de rien, je préfère mettre mu1 différent de mu2. Donc du coup là ce serait un test bilatéral, rappelez-vous des vidéos précédentes, et du coup le schéma ressemblerait un petit peu à ça, comme ceci. Alors, je peux même cacher la formule, pour l'instant c'est pas très grave. Alors, on aurait quelque chose comme ça. Petite remarque juste, là on avait vu dans les conditions qu'il fallait que les variances des deux groupes soient à peu près égales. Là, j'ai pas la variance mais j'ai l'écart type. La variance c'est l'écart type qu'on met au carré. 8,23 au carré c'est presque la même chose que 8,19 au carré. Donc de ce point de vue là, la condition est plutôt un peu vérifiée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au calcul. Alors la lettre associée au test de Student, c'est la lettre T. Donc du coup, on va calculer le T. Donc là, je vais écrire T, mais comme c'est le T qu'on va calculer, je vais l'appeler T calculé comme ça. Et donc ça, qu'est-ce que ça vaut? Alors, bon, la formule là, elle est assez petite, du coup, j'ai tout prévu, et ouais. Et du coup, je vais vous la mettre ici, comme ceci. Alors, là, on a plusieurs termes, etc. Ça paraît assez flou, mais ne vous inquiétez pas, on va tout calculer tranquillement. Alors là, je vous propose dans un premier temps, en fait, ce calcul, on va le séparer en deux, parce qu'il est assez long, vous voyez. Donc là, vous voyez, on a mu1, mu2, 1 sur n1, 1 sur n2, et là, on a var1,2. Qu'est-ce que c'est que ce var1,2? Ben en fait, c'est tout ça. Donc je vous propose dans un premier temps qu'on calcule var1,2, et qu'ensuite, on calcule t. Alors là, je vais d'abord calculer var1,2. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la variance entre le groupe 1 et le groupe 2. Alors c'est n1 moins 1. Alors n1 c'est le nombre d'éléments pour le premier groupe, donc ce serait 44 moins 1. Ensuite, je multiplie ça par var1. Alors var1 c'est quoi? C'est la variance associée à Capital Place. Alors là, on n'a pas la variance, mais on a l'écart type. La variance, c'est l'écart type au carré. Donc je vais pouvoir faire fois 8,23 au carré, comme ceci. Ensuite, je fais la même chose, sauf que c'est avec le deuxième groupe, cette fois, donc n2 qui vaut 47 moins 1 fois 8,19 au carré, comme ceci, et je vais diviser ça par n1 plus n2 moins 2, donc 44 plus 47 moins 2, et ça me donne 89.
Et donc si vous faites ce calcul, vous allez trouver 67,39 comme ceci. Donc ça c'est notre var 1, 2. Alors ça n'a pas trop de sens hein, comme ça, enfin il n'y a pas trop d'interprétation. Par contre, si on le réinjecte dans le t, ça va nous permettre de trouver notre valeur du t calculé. Donc t calculé, qu'est-ce qu'il vaut? Alors hop, petit c, il vaut donc mu1 moins mu2. Alors mu1, on avait dit que c'était 18,69 moins 21,06. Et je vais diviser ça par donc racine de 1 sur n1 plus 1 sur n2. Donc racine de 1 sur n1, n1 c'est 44 et n2 c'est 47. Et ensuite, je multiplie le tout par var 1, 2 qu'on a calculé tout à l'heure. Donc je multiplie le tout par 67,39, comme ceci. Et donc si vous effectuez ce calcul, à la fin, vous trouvez moins 1,37 avec un 6 après. Voilà. Alors juste le degré de liberté, on aurait aussi pu le calculer, hein, c'est n1 plus n2 moins 2. Alors en fait on l'avait calculé ici, c'est 89. Donc je peux l'écrire ici par exemple, ddl égale 89 comme ceci. Ça peut toujours être utile. Alors comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, le test T de Student, il va pouvoir être modélisé par une courbe qui est associée à une loi, et cette loi, en fait elle porte le même nom, c'est la loi de Student ici. Donc la courbe associée à la loi de Student, elle ressemble à ça, à une petite loi normale comme ceci, et du coup nous on a trouvé que notre T calculé valait moins 1,376. Alors en fait, étant donné qu'on a deux valeurs pour le t calculé, une valeur négative et une valeur positive, et ici on a trouvé la valeur négative. Mais en fait, je peux aussi faire moins cette valeur, et du coup je vais trouver la valeur positive. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. Alors du coup, je vous propose de faire un peu de place, je vais enlever ça déjà, et je vous propose de représenter la courbe. Alors pour ça, je vais un petit peu descendre comme ceci. Et donc notre courbe, nous, donc c'est une espèce de petite loi normale, un truc un peu comme ça, voilà. Et notre t calculé, alors je vais le placer là par exemple, donc là on a t calculé et là on a t calculé aussi. Et donc ce t calculé ici, il vaut moins 1,376 et ce t calculé là, il vaut plus 1,376 comme ceci. Donc hop, on voit à peine, voilà, là on voit bien. Alors maintenant qu'on a calculé ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut trouver la p-valeur. Alors la p-valeur, c'est l'aire sous la courbe comprise entre plus ou moins l'infini et notre borne. Donc là par exemple, de ici jusqu'à plus l'infini, là on aurait notre p-valeur, et de ici jusqu'à moins l'infini, on aurait aussi notre p-valeur. Enfin, c'est pas vraiment la p-valeur, en fait la p-valeur c'est ça plus ça, mais là on a un bout de la p-valeur et là on a un bout de la p-valeur. Alors je vais faire comme dans la vidéo précédente, tout ce qui est hachuré en orange, je dis que c'est la p-valeur, comme ceci. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est pour savoir si on rejette ou si on accepte l'hypothèse nulle, c'est de calculer le t théorique. Alors du coup je vais me mettre ici, donc t théorique, qu'est-ce qu'il vaut? Pour ça en fait il va falloir regarder dans la table. Alors justement j'avais prévu la table, donc je vais la poser ici, et du coup notre t théorique, qu'est-ce qu'il vaut? Alors dans un premier temps, pour calculer les t théoriques, il nous faut deux informations. Il nous faut le degré de liberté, donc dans cette colonne, et il nous faut 1 moins alpha, donc dans cette ligne-là. Du coup, dans un premier temps, ce qui est simple, c'est le degré de liberté, il vaut 89. Alors là, vous remarquez qu'on n'a pas 89 dans le degré de liberté. Alors juste, petite précision, hein, pour trouver cette table, je suis allé sur Wikipédia, j'ai tapé loi de Student, et j'ai pris la table. Et la table, elle est bien plus complète, hein. Entre 2 et 80, il y a plein de valeurs, mais c'est juste que du coup, pour gagner de la place, moi j'ai rogné toutes les valeurs qui sont entre 2 et 80. Mais pas de souci, hein, il y a plein d'autres valeurs. Donc du coup, nous, on a 89 en degré de liberté. Là, vous voyez que dans la table, on n'a pas 89. Donc ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va approximer. 89, c'est entre 80 et 100. Donc finalement, nous, on va s'intéresser uniquement aux valeurs qui sont dans les lignes, donc dans les deux lignes, donc dans les lignes 80 et les lignes 100, comme ceci. Donc on regardera juste ces lignes-là. Maintenant, il va falloir croiser ces lignes avec une colonne. Alors, quelle colonne choisir? C'est pas très compliqué, c'est un peu la même logique que dans la vidéo précédente. Dans un premier temps, on veut notre alpha. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse que à la partie de droite, ici, de la courbe. En fait, ce qui va se passer, c'est que, vu qu'on fait un test bilatéral, alors bilatéral, ça veut dire que on fait un test des deux côtés, et du coup, on aura deux p-valeurs, en quelque sorte, enfin, une p-valeur, mais qui sera coupé en deux, et du coup alpha aussi il sera scindé en deux bouts, donc on aura alpha sur 2 à droite et alpha sur 2 à gauche. Évidemment, encore une fois dans l'énoncé j'ai pas précisé, mais alpha égale 5%, alors je vais l'écrire ici, alpha égale 5% comme ceci.
Et alpha, c'est quoi? Donc c'est notre erreur. Et en fait, il représente du coup 5% de l'air sous la courbe ici. Mais vu qu'on a deux parties sous la courbe, eh bien, il va falloir couper notre alpha en deux. Donc là, on aura alpha sur 2 de ce côté, et là, on aura alpha sur 2 de ce côté. Autrement dit, de ce côté-là, on va prendre 2,5% de l'air sous la courbe, et là, on va prendre 2,5% de l'air sous la courbe. Du coup, ici, on n'a plus alpha, mais on a alpha sur 2, et alpha sur 2, donc ça vaut 5 sur 2, ça vaut 2,5%. Voilà, donc nous pour rappel on veut calculer notre T théorique qui est ici, et donc T théorique c'est la borne telle que l'air sous la courbe entre plus l'infini et cette valeur valent alpha sur 2, donc l'air en jaune en fait valent alpha sur 2. Sauf que regardez ce qui va se passer, c'est que là Wikipédia nous donne 1 moins alpha, donc au final c'est 1 moins l'erreur en quelque sorte. Alors regardez, si je fais un petit schéma juste là, alors c'est juste pour avoir une idée, hein, rien de compliqué, hop, et ben là du coup j'avais dit que ici tout là, j'ai mon alpha sur 2, donc qui est ici, donc ça c'est mon seuil d'erreur en quelque sorte, du coup mon intervalle de confiance, et ben ce sera le contraire, en fait ce sera tout ça, et tout ça c'est quoi? Et ben étant donné que l'air total sous la courbe elle vaut 1, et ben du coup ce sera tout simplement 1 moins alpha sur 2. Et si je fais 1 moins alpha sur 2, j'ai bien l'air en orange. Et donc l'air en orange, c'est notre niveau de confiance. Et 1 moins alpha représente aussi le niveau de confiance. Donc en gros là, si vous n'avez pas bien compris l'explication, dites-vous simplement que vous remplacez le alpha par alpha sur 2, puisque à droite, entre t théorique et plus l'infini, on a alpha sur 2. Voilà, du coup, vu que vous avez compris ça, on va chercher la valeur de 1 moins alpha sur 2. Alors 1 moins alpha sur 2, à quoi il est égal? Alors 1, c'est la même chose que 100%, hein, et alpha sur 2, on avait dit que c'était 2,5. 100% moins 2,5, ça vaut 97,5%. Comme ceci. Alors du coup, je vais regarder la colonne associée à 97,5%, elle est ici, c'est celle-ci. Donc du coup, je vais regarder les valeurs de cette colonne-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le croisement entre les lignes que j'ai surlignées et la colonne. Donc en gros, il nous resterait uniquement ces valeurs-là. Alors si vous les voyez pas bien, hein, là c'est 1,990 et là c'est 1,984. Alors du coup, notre T théorique, il est compris entre 1,984 et 1,990, comme ceci. Alors du coup, notre T théorique, il est dans cet intervalle-là. Alors 1,984 et 1,990, vous voyez que par rapport au T calculé que j'avais posé ici, c'est dans tous les cas bien plus grand. Donc notre T théorique, je vais pouvoir le placer par exemple ici, comme ceci, étant donné qu'il est bien plus grand. Donc là, j'ai notre T théorique ici, qui vaut une valeur comprise entre 1,984 et 1,990, mais j'ai aussi de l'autre côté le T théorique, et celui-ci, et ben en fait, il vaut moins T théorique en quelque sorte, il vaut une valeur qui est comprise entre moins 1,99 et moins 1,984. Donc finalement, notre T théorique, il est là, et du coup, notre valeur pour alpha, donc là on a une valeur, et là on a une valeur aussi, et donc tout ce que j'ai assuré en vert, c'est la valeur de alpha. Autrement dit, hein, là ici j'ai alpha sur 2, et ici en vert j'ai alpha sur 2. Et pareil pour la p-valeur, hein, en orange ici j'ai p-valeur sur 2, et là j'ai p-valeur sur 2. Voilà, alors maintenant que vous avez bien compris ça, il est temps de passer au rejet de H0. Alors, quand est-ce qu'on rejette H0? Alors, soit on regarde T ou soit on regarde la P-valeur. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à la P-valeur. Alors, on nous dit que il faut que la P-valeur soit plus petite que alpha. Alors, regardez, l'air en orange ici et ici, elle est plus grande que l'air en verte. On voit bien hein, que ce qui est en vert ici, c'est plus petit que ce qui est en orange. Donc là, j'ai quoi? J'ai que ma P-valeur ici, étant donné qu'elle est en orange, elle est plus grande que ce qui est en vert. Donc plus grand, et ce qui est en vert, c'est alpha. Donc ma P-valeur, elle est plus grande que alpha. Alors étant donné que je rejette H0 si ma P-valeur est plus petite que alpha, vu que là elle est plus grande que alpha, ça veut dire que je rejette pas H0, et dans ce cas, si je rejette pas H0, je vais devoir l'accepter. Donc on accepte H0 comme ceci. Et donc si on accepte H0, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut tout simplement dire, alors je reviens à l'énoncé en haut, vous voyez qu'il était un peu décalé, on avait dit que si on acceptait H0, ça voulait dire que mu1 était égal à mu2, alors autrement dit, là je peux mettre implique mu1 égale mu2, comme ceci.
Voilà, donc mu1 égale mu2, ça veut dire en fait qu'on peut considérer que les moyennes des deux séries ne sont pas significativement différentes, mais attention, hein, encore une fois, c'est au seuil de 5%. Ça veut dire qu'on va avoir en gros 5% de chance de se tromper en disant que les moyennes n'ont pas de différence significative, alors qu'en fait si, leur différence est bel et bien significative, mais du coup bah on s'est trompé, et on a 5% de chance de se tromper, mais bon, du coup ça veut dire qu'on a 95% de chance de ne pas se tromper, donc finalement à 95% de chance, les deux moyennes ne sont pas significativement différentes. Voilà, donc ça c'était pour la partie p-valeur. On peut aussi voir ça avec la valeur de t tout simplement. Alors regardez, si je compare les t, là alors j'ai mon t calculé qui est en dehors de mon t théorique. Alors j'avais dit que c'était un peu ambigu comme formulation, mais en gros là, les deux t calculés, ils sont à l'intérieur des deux t théoriques, donc ils sont pas en dehors des deux t théoriques. Du coup on va pas pouvoir rejeter h0, et si on rejette pas h0, et ben on va devoir accepter h0. Alors bon, j'aime pas trop cette façon de faire. À la limite, ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez un meilleur moyen pour vous en souvenir, vous téléchargez la fiche, vous la modifiez, et voilà, vous l'aurez. D'ailleurs, oui, vous pouvez la télécharger, hein, le lien est dans la description. Alors bon, ça c'était cette méthode-là, sinon vous regardez simplement les valeurs positives ici, donc les valeurs à droite de la courbe, et du coup vous pouvez faire comme si c'était un test à droite, étant donné qu'on regarde juste les valeurs de droite. T calculé est plus petit que T théorique ici, donc T calculé est plus petit que T théorique, entre parenthèses à droite, hein, attention. Du coup, normalement, je rejette H0 si mon T calculé est plus grand que mon T théorique, à droite. Là, il est plus petit. Du coup, ça veut dire que je peux pas rejeter H0, vu qu'il respecte pas la condition. Du coup, je vais devoir accepter H0. Et du coup, ça, comme tout à l'heure, ça veut dire que les deux moyennes n'ont pas de différence significative au seuil de 5%. Alors au final, vous voyez que c'est pas très compliqué, en fait, c'est tout le temps le même raisonnement. Alors j'aimerais juste revenir sur un petit point rapidement. Vous auriez pu aussi calculer le t, bon avec Excel, mais ça aurait été la même chose. Le t théorique, vous auriez pu le calculer avec Excel, et là, vous auriez trouvé 1,987, comme ceci. Alors, pour voir comment calculer ça avec Excel, on va pas le faire dans cette vidéo, hein. Je vous renvoie à la vidéo précédente, c'est exactement la même chose. Donc là, on a trouvé 1,987. Là, vous voyez que 1,987, c'est compris entre 1,984 et 1,990. Pour calculer la p-valeur, alors si vous la calculiez, la p-valeur, alors je vais me mettre un peu sur le côté, p-valeur, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 0,172, comme ceci. Et donc ma p-valeur, alors attention, la p-valeur, hein, c'est cette R-là plus cette R-là ici, hein, c'est la somme des trucs orange. Ici, la p-valeur, c'est la somme des deux R en rouge, donc la p-valeur totale, c'est cette R-là en rouge plus cette R-là, donc c'est cette p-valeur-là plus cette p-valeur-là. Du coup, la p-valeur globale, elle vaut ça. Alpha, on avait dit que ça valait 5%. Donc 5%, c'est la même chose que 0,05, comme ceci. Donc vous voyez bien que 0,172, c'est plus grand que 0,05. Donc la p-valeur est plus grande que alpha. Donc c'est ce qu'on avait mis ici. Mais vous voyez, avec Excel, on a des valeurs précises, tandis que là, on a des valeurs moins précises, mais on s'en sort très bien quand même. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris le test T de Student pour deux groupes. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour parler du test de corrélation de Bravais-Pearson. Du coup, à tout de suite.